Yo les troupes, c'est Loril et aujourd'hui on continue sur ma découverte d'Age of Sigmar avec mes premiers pas dans la licence et surtout les différents points que j'ai décidé d'aborder pour découvrir l'univers du jeu. Allez, on est parti. J'ai donc débuté ma découverte d'Age of Sigmar en me basant sur 3 points essentiels d'après moi. Premièrement, le fluff pour me familiariser avec l'univers. Deuxièmement, les règles de base pour connaître les mécaniques du jeu, qui sont à la fois fort proches de 40K et fort éloignées de par les spécificités d'Age of Sigmar. Et troisièmement, tout simplement le Battle Tome Orruk Warclan, qui me permet de voir un petit peu les listes et le potentiel qu'a l'armée Iron Joe en termes de création de listes et ainsi de suite. Ce sont vraiment les 3 points que je vais aborder dans cette vidéo. J'ai donc commencé par réfléchir comment j'allais pouvoir découvrir le fluff d'Age of Sigmar. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement de vous procurer le livre de règles. Alors, pourquoi vous procurer le livre de règles? Tout simplement parce que dedans, en plus d'avoir les règles, vous allez avoir les grandes lignes de l'historique en fait, de la licence du jeu. Alors, le problème, c'est que moi, je n'avais pas spécialement envie d'acheter un bouquin maintenant, qui, dès juillet, puisque c'est aux alentours de juillet qu'on a annoncé la V3 d'Age of Sigmar, serait plus du tout à jour et ne collerait pas avec la dernière version du jeu. Donc, voilà, le livre de règles, à la limite, si j'arrivais à me le procurer chez un pote ou quoi, mais c'était pas dans mes priorités. Donc je me suis orienté vers une autre solution. La deuxième solution que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser Internet, puisque par l'intermédiaire de wiki, de forums, de vidéos YouTube, de podcasts même, vous avez l'occasion d'en apprendre énormément sur le fluff d'Age of Sigmar. D'ailleurs, si jamais vous cherchez les vidéos, je ne peux que vous conseiller les vidéos de Lore, de Squid Herd et de Planet Wargame, qui vont vraiment rentrer un petit peu dans le détail de tout ce que le fluff a à nous offrir pour Age of Sigmar. Une autre solution, la troisième, c'est tout simplement les White Dwarfs. Alors pourquoi les White Dwarfs? Dans les White Dwarfs, vous avez souvent des articles en fait qui vont retracer une histoire, un événement en fait qui se passe dans l'univers d'Age of Sigmar. Et en plus de cela, si vous avez, voilà, comme moi, la lubie d'acheter tous les White Dwarfs qui sortent chaque mois, si vous avez l'occasion d'avoir les numéros 458, 459, 460 et 461, vous verrez que dans la série d'articles Les Mondes de Warhammer, vous aurez l'occasion d'avoir en fait tout simplement une succession d'articles qui va détailler les grands âges de Age of Sigmar, en partant de la fin des temps jusque le départ en fait d'Age of Sigmar, donc après l'âge du chaos, si je me souviens bien. Voilà, je vous avoue que le fluff n'est pas encore totalement rentré dans ma tête, ne m'en veuillez pas, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes, les grandes possibilités que vous avez pour pouvoir de chez vous découvrir l'univers du jeu. C'est vers celle-ci que je me suis dirigé. Il en existe, cela dit, une quatrième, c'est tout simplement, vous rentrez dans un magasin Warhammer, je vous conseille même le magasin Warhammer Namur si vous habitez dans la région ou voilà, si c'est le plus proche pour vous. Je vous invite vraiment à aller voir le staff lorsqu'on sortira de cette crise, de cette pandémie, si vous êtes intéressé par le fluff d'Age of Sigmar, parce qu'ils pourront vous le présenter tout simplement, sans pour autant vous aiguiller vers des achats ou ce genre de choses, juste vous faire kiffer en vous détaillant un petit peu les armées, comment elles se jouent, ce genre de choses. C'est vraiment un point d'entrée très intéressant. On critique pas mal les magasins Game Workshop, mais l'air de rien, les bons magasins Game Workshop avec un bon staff, vous avez vraiment l'opportunité d'en apprendre énormément. Donc voilà, gros big up au staff de Namur, et j'espère que, comme pour tous les autres vendeurs, cette période Covid passera assez vite pour eux. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis familiarisé un petit peu avec l'univers, avec les différents âges. Alors il y a beaucoup de choses à lire, hein. Vous pouvez très bien rester sur les grandes lignes ou rentrer plus en profondeur dans les différents articles, sujets que vous pouvez trouver sur Internet. Mais voilà, moi j'ai lu les grandes lignes et clairement, je trouve que le fluff d'Age of Sigmar est à la limite plus intéressant que celui de 40K. Alors j'ai jamais lu de livre de 40K, le fluff n'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans 40K, mais Age of Sigmar, j'ai eu envie en fait de me plonger dedans, pour la simple et bonne raison que, étant donné que la licence est jeune en fait par rapport à 40K, il y a vraiment une évolution constante du fluff. Là où 40K, j'ai toujours l'impression que tout se répète. Voilà, on va toujours avoir les mêmes événements, par exemple Baal qui se fait attaquer par les tyrannides, ce genre de choses. On en parlait dans les codex il y a longtemps, là on continue à en parler. Le Psychic Awakening, au final,
parle toujours de l'attaque de Baal par les Tyrannides. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si c'est la même attaque à chaque fois, ce genre de choses, ou si c'est une attaque successive, mais c'est très redondant en fait. Et je ne suis pas du tout fan de ça. Je trouve que le fluff de 40K est pas, il pourrait être bien mieux. Voilà, c'est mon avis personnel. On peut ne pas être d'accord. Il y a des gens qui sont certainement plus calés, et je pense que c'est parce que je n'ai pas, enfin, j'ai à peine effleuré un petit peu le fluff. Je pense que le fluff 30K avec la trahison des primarques et ainsi de suite, voilà, cette partie-là est peut-être plus intéressante. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup plus accroché à Age of Sigmar et ben, ça m'a donné envie de continuer ma découverte et on continue tout de suite avec le deuxième point. Maintenant que j'ai découvert l'univers qui entoure le jeu, ben, je vais devoir commencer à regarder un petit peu plus près les règles de jeu. Comment on joue en fait à Age of Sigmar. Alors puisque j'avais déjà des connaissances de Warhammer 40K, ben, j'ai pas été vraiment perdu dans toutes ces règles, les phases et ainsi de suite. J'ai un petit peu retrouvé mes repères par rapport à ce que je connaissais de 40K. La chose la plus compliquée d'après moi, quand on est joueur 40K et qu'on se met à Age of Sigmar, c'est vraiment de connaître les petites subtilités propres à Age of Sigmar et ben, auxquelles il va falloir faire attention. Les distances d'engagement, de prise d'objectif et ainsi de suite, c'est toutes des choses qui sont quand même un petit peu voilà, différentes dans les détails par rapport aux grandes lignes, ben, les phases de tir et ainsi de suite, c'est des choses relativement connues, surtout avec la V9 de Warhammer 40K qui ben, amène une phase de commandement qui représente un petit peu la phase de héros qu'on retrouve dans Age of Sigmar. Donc j'ai lu un petit peu les règles. J'ai pas été spécialement chamboulé et je pense que je pourrais facilement enchaîner celle-ci lors de ma première partie d'initiation qui viendra par la suite et dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, ben, c'est bien de savoir comment on joue. Maintenant, ben, comment on gagne. Et ça, c'est les scénarios qui vont le définir. Alors, vous avez des scénarios dans le livre de règles et vous avez des scénarios dans le manuel du général. Alors, je me suis procuré, via un ami, le manuel du général 2020, le dernier manuel de général, pour voir un petit peu quels étaient les scénarios qui étaient joués. Alors, je sais qu'en tournoi, on peut retrouver des scénarios du livre de règles, comme on peut retrouver ceux du manuel de général 2020. Je ne sais pas si les autres scénarios des anciens manuels de général sont encore joués, mais j'ai décidé de me focaliser uniquement sur ceux du manuel de général 2020, puisque c'est la dernière itération du jeu. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les scénarios. Pourquoi ? Parce que ben, si vous savez ce que les scénarios vont vous demander de faire, ben, lorsque vous allez construire votre liste d'armées, vous allez pouvoir réfléchir à comment je vais pouvoir remplir les objectifs de la façon la plus simple. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Age of Sigmar, un petit peu comme 40K maintenant avec la V9, ben, c'est clairement une prise d'objectif. C'est bien d'avoir une armée létale qui va pouvoir sécher l'adversaire, mais si vous ne prenez pas les objectifs, vous n'allez pas marquer des points, et votre adversaire peut très bien scorer des points, même si vous le rasez, et derrière, ben, vous allez perdre la partie tout simplement parce que vous serez focalisé sur la létalité et non sur la prise d'objectif. Donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise déjà un petit peu avec 40K, avec cette V9, puisque la V8 était, on va dire, plus orienté létalité pour 40K. Mais donc, je vais pouvoir appliquer ça avec mes Iron Jaw pour Age of Sigmar. Donc ça, c'est vraiment les points que j'ai retenus de cette découverte des règles. Et ça m'a permis de voir que les scénarios étaient relativement intéressants, puisque, par exemple, il y a un scénario, je pense que c'est le premier du manuel du Général 2020, qui demande de tenir les deux objectifs présents sur la table à partir du T3 pour gagner la partie. Donc on peut gagner à partir du T3 si on tient les deux objectifs, donc à la fin de son tour. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'à la fois, certains scénarios, il faut pouvoir scorer, et d'autres scénarios vont demander justement d'être assez agressif pour aller prendre un objectif dans le camp adverse, défendre son propre objectif pour pas que l'adversaire aille le chercher, et pour justement empêcher l'adversaire de pouvoir scorer. Et je pense que ça peut donner lieu à pas mal de parties assez sympathiques. Donc on verra dans la pratique, mais en l'état, de nouveau, le point règle est validé complètement par moi et il me tarde de pouvoir faire ma première partie. Mais avant ça, il faut d'abord lire le Battle Tome et faire une liste. Maintenant que j'ai découvert les règles, maintenant que j'ai découvert le fluff, je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur les Zoruk Warclan. Dans mon cas, les Iron Jaw, puisque je vais plus me focaliser là-dessus. Donc, j'ai lu le fluff, autant Iron Jaw que Orc Sauvage, pour me faire un petit peu une idée de l'armée. Parce que c'est vrai que quand on découvre le fluff général,
On va pas beaucoup parler des Iron Joe dedans, donc ça me permet vraiment de découvrir l'armée, tout simplement, et de faire un premier pas dans ce que je vais pouvoir jouer, tout simplement, avec mes figurines comme genre de liste. Alors, l'idée dans cette vidéo, c'est pas de vous faire une review du codex, enfin du Battletome au Rogue War Clan, parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi, j'ai aucune prétention de connaître quoi que ce soit. Mais par contre, je trouvais intéressant de vous parler de la manière dont j'ai décomposé ma lecture, pour que vous puissiez comprendre si vous êtes débutant. Voilà, il y a de tout. Si vous êtes débutant, quel est le meilleur moyen pour vous de comprendre en fait euh, l'armée, le Battletome, sans passer par la case je demande sur internet une liste et je sors la liste qu'on m'a conseillé de jouer. Voilà, je pense que si vous prenez le temps de lire le Battletome, les datasheets et ainsi de suite, peut-être que vous n'allez pas voir directement les synergies qui peuvent se faire entre les différentes unités, lesquelles unités sont les plus fortes et ainsi de suite. Peut-être que vous n'allez pas le voir directement, mais au moins vous allez acquérir en fait une certaine expérience de l'armée et surtout vous allez vous faire plaisir. Parce que si vous vous basez exclusivement sur une liste que vous pouvez trouver sur internet, en fait, si mettons la liste ne sort aucune brute, sort full hardboy et orc grunta, hein, les orcs montés là, peut-être que vous avez envie de jouer des brutes, et simplement parce que dans les forums où on a des listes optimisées, ce genre de choses, simplement parce qu'il n'y a pas de brutes, vous allez vous fermer la porte en fait à ces figurines, alors que c'est peut-être les figurines que vous préférez le plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de prendre le temps de lire votre bouquin, prenez le temps de lire le Battletome, de le découvrir, et de découvrir les règles. Alors je sais que quand on découvre le Battletome, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de nouveautés, on ne connaît rien, on découvre et on se dit ah oui, mais voilà, on a tendance à faire des allers-retours dans le bouquin, à pas trop comprendre, mais je pense qu'il y a moyen de structurer un petit peu ça. Et donc moi, comment j'ai fait? Alors j'ai décidé premièrement, de regarder les traits de bataille Iron Joe. Donc, c'est-à-dire, comme je vais jouer full Iron Joe, ce sont tous les traits, les bonus que j'aurai parce que je joue full Iron Joe. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai plusieurs bonus, j'ai un plus un à la charge, j'ai un mouvement gratuit si je subis des blessures pendant une phase et le mouvement a lieu à la fin de la phase, et ce genre de choses. Voilà, le but, c'est pas de vous faire un récapitulatif des Iron Joe, non, du tout. Mais donc j'ai commencé par lire ces traits de bataille. Et ensuite, j'ai lu les aptitudes de commandement. Ça, ce sont vraiment les règles de base des Iron Joe. C'est-à-dire que avec ces infos-là, j'ai déjà une idée des règles de base de l'armée et du potentiel que je vais pouvoir avoir avec une armée d'Iron Joe, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai regardé, bon, il y a aussi, dans le cas des Iron Joe, des clans. Donc il y a 3 clans et on peut choisir un des clans, un des 3 clans pour avoir des bonus supplémentaires, accès à un artefact supplémentaire et à un trait de commandement supplémentaire. Mais donc voilà, grosso modo, j'ai lu les règles, j'ai vu un petit peu les différents bonus que j'avais l'opportunité d'avoir. Dans mon cas, je pars sur de l'Iron Sun parce que je voulais avoir des Iron Joe avec l'armure jaune. Et les Iron Sun sont justement ceux qui ont l'armure jaune. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. En plus, il s'avère que c'est relativement assez intéressant en termes de règles, donc c'est tout bénef pour moi. Mais c'est pas la seule chose jouable, clairement. Et je n'hésiterai pas à varier les plaisirs en switchant de clan si jamais d'une partie à une autre, puisqu'on est quand même là pour se faire plaisir. Et je pense que Age of Sigmar pousse à ça en fait, à vraiment se faire plaisir en termes de figurines. Voilà, on achète une figurine qui nous plaît, on essaie de construire une liste autour de ça et ce genre de choses. C'est vraiment, j'ai plus de facilité à partir dans cette mentalité-là sur Age of Sigmar que 40K par exemple. Donc, une fois que j'ai lu ces différents bonus, ça m'a permis de voir un petit peu les grandes lignes. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite c'est vraiment à lire les datasheets. Pourquoi lire les datasheets et pas sauter en fait la partie traits de commandement et artefacts? C'est tout simplement parce que les traits de commandement et les artefacts vont tout simplement venir booster en fait certaines des unités de l'armée. Donc suivant le bonus que vous allez prendre, vous allez booster la létalité, vous allez booster la défense d'un personnage, mais
les grosses lignes, les informations les plus importantes, elles se trouvent sur la datasheet. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les différentes datasheets, tout en gardant en tête le fait que ben voilà, il y avait les bonus de mouvement et de pouvoir taper plus vite et ainsi de suite des Iron Joe pour me faire un petit peu une idée de ce que j'aurais envie de sortir. Donc j'ai commencé à lire un petit peu les datasheets. Voilà, donc ça m'a permis de regarder aussi un petit peu justement les figurines que j'aimais bien. Par exemple, le méga boss sur Mokrusha, la figurine est complètement folle. Donc j'ai pris vraiment le temps de découvrir la datasheet. Donc j'ai regardé les différentes datasheets. Grosso modo, j'ai un petit peu séparer les unités entre les unités type missile, comme justement le méga boss sur Mokrusha qui me permettra en fait d'envoyer un gros bourrin rapidement dans les lignes adverses pour essayer de faire le plus mal possible, et les unités buffer comme le War Chanter, le Weird Boy qui d'une certaine façon est un buffer. Dans ce cas-ci, je pense que le plus intéressant ce sera d'utiliser son TP, parce qu'il a un sort qui lui permet de TP une unité d'orc à 9 pouces de l'adversaire, qui dans la foulée pourra faire du coup une charge et ainsi de suite. On a les Gorkrunta qui sont une unité beaucoup plus mobile et justement là rôle plus de missiles, et les Oruk Hardboy qui sont la chair à canon. Et c'est justement autour de ces Hardboy que je vais devoir articuler mes listes, puisque, comme je l'ai dit, le but des scénarios, ça va être de prendre et tenir des objectifs. Or, je pense que les Hardboy seront les plus aptes à pouvoir justement faire ça, parce qu'en lisant la datasheet, j'ai vu que premièrement, ils avaient une bonne sauvegarde, ils ont 2 PV, ils ont un bravoure de 6, donc bravoure c'est le commandement pour les joueurs habitués à 40k. Ils ont un étendard qui permet d'avoir un bonus justement à la bravoure, donc ça veut dire qu'il y a plus de chances de réussir les tests de morale, et ainsi de suite. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui fait qu'ils sont peut-être plus tanky en fait que les autres unités, même s'ils ont moins de PV que les Oruk brutes et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps. J'ai pris le temps de prendre les datasheets et essayer de classifier un petit peu les différentes unités. Pourquoi je fais ça aussi? Je fais ça aussi tout simplement pour que lorsque je fais ma liste, ne pas aller prendre des doublons. Si je sais que je vais avoir besoin d'unités pour impacter les lignes adverses et que je vais avoir besoin d'unités pour prendre et tenir un objectif, je vais forcément prendre des hardboys et pas occulter les hardboys pour pouvoir prendre beaucoup de brutes par exemple. Parce que peut-être que j'estimerais que les brutes tankeront moins que les hardboys parce qu'ils n'ont pas le bonus en bravoure ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une logique que vous devez avoir. Alors c'est aussi une expérience, enfin ça vient aussi avec l'expérience de jeu. Je ne suis pas dans le hobby depuis très très longtemps, mais j'ai déjà lu plusieurs codex de côté 40k, plusieurs parties, plusieurs styles de liste et ce genre de choses. Et donc, en recherchant aussi sur Internet, parce qu'il ne faut pas croire qu'Internet non plus, c'est mauvais d'aller sur Internet chercher les choses, mais il faut vraiment prendre le temps de lire les choses et essayer de les trier. Je pense que dans toutes les armées, on peut aller chercher un petit peu des archétypes et coller en fait des thématiques sur les différentes unités pour justement s'aider à créer ces listes derrière par soi-même et se faire plaisir, hein, parce qu'il y a rien que tel que se faire sa liste soi-même et puis de se rendre compte qu'en fait la liste qu'on a fait elle est intéressante parce qu'elle est bien pensée, limite après comparer à ce qu'on peut trouver sur internet pour voir si on était dans le vrai ou pas, ça permet de gagner en fait en expérience. Donc j'ai lu les datasheets. Donc là, pour résumer, j'ai lu les traits d'allégeance, donc Iron Joe, les traits de bataille à Iron Joe. J'ai lu les aptitudes de commandement, les différentes datasheets avec, là encore, des aptitudes, mais qui ne coûtent pas de CP. Donc on commence vraiment à voir se former certaines petites choses. Je ne vous présenterai pas ma liste dans cette vidéo, mais voilà, c'est pour que vous ayez vraiment une idée de la logique que j'ai entrepris. Une fois que vous avez fait ça, j'ai commencé à regarder les bataillons. Alors les bataillons, de nouveau pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent comme moi Age of Sigmar, c'est en fait des sortes de détachements typés qui vont permettre de choper un bonus pour toutes les unités qui font partie de ce bataillon. Alors qu'est-ce que les bataillons apportent? Chaque fois que vous prenez un bataillon, vous avez un CP supplémentaire au début de la partie. Vous avez l'opportunité de déployer sur la table l'intégralité du bataillon d'un seul coup.
Donc ce qui veut dire que, étant donné que Age of Sigmar se base sur qui finit de se déployer en premier, ben, vous avez l'opportunité de pouvoir vous déployer beaucoup plus rapidement si vous utilisez des bataillons. Les bataillons coûtent des points et ils vous permettent d'avoir un CP, un artefact gratuitement, en plus de l'artefact que vous avez droit dans votre liste de base. Donc ça veut dire que dès lors où je joue un bataillon, je suis sûr d'avoir un CP supplémentaire, parce que je joue un bataillon, et je vais pouvoir prendre 2 artefacts dans ma liste. Donc c'est voilà, c'est relativement intéressant de pouvoir les sortir, d'autant que les bonus que ces bataillons vont apporter pour les unités dans le bataillon vont permettre de nouveau orienter un petit peu votre liste ou amener des bonus pour renforcer les unités et les différents rôles que vous avez décidé de prendre. Alors c'est encore plus facile en fait de le voir avec les Iron Joe, puisque je vais prendre par exemple le point robuste, voilà, le point robuste, donc c'est le nom d'un bataillon, qui me demande d'avoir un War Chanter, donc ça c'est un buffer, et 3 à 5 unités de Rook Hardboy, donc je dois avoir 3 à 5 unités d'Hardboy dedans. Et en gros, ce bonus, qu'est-ce qu'il permet? Il permet, si jamais une unité de Hardboy de ce bataillon est détruite pendant la partie, sur un 4+, le War Chanter peut en fait réinvoquer une unité de 10 Hardboy qui va arriver par un bord de table entièrement à 6 pouces au moins du bord de table et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Donc en gros, on va me tuer une unité d'Hardboy et il y a une unité de 10 Hardboy qui va pouvoir revenir. Et comme je l'ai dit, les Hardboy, c'est plus des preneurs d'objectifs. Et donc, ce bonus, il est clairement pour... tiens, tu m'as éliminé mes unités de l'objectif, t'inquiète, ils sont de retour par le bord de table là. Et limite, je vais pouvoir les re-TP avec un Weirdboy qui traîne par là pour les remettre sur l'objectif le tour suivant. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment voilà, des bonus qui vont permettre d'aller renforcer en fait les capacités des différentes unités. Et dans le cas des Iron Joe, de nouveau, je ne sais pas comment c'est pour les Battle Tomes, donc je peux pas parler des autres Battle Tomes. Vous avez l'opportunité, par exemple, avec le bataillon Gorkrunta, donc c'est les orques montés, vous avez l'opportunité d'avoir un mouvement gratuit au début de la partie, ce genre de choses, et donc qui vont vous permettre à vos Gorkrunta d'aller beaucoup plus rapidement, comme un missile, comme je disais, dans les rangs adverses. Tout simplement. Donc il y a vraiment énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme je dis, mais de nouveau les bataillons, c'est un point intéressant à prendre en compte dans la conception de 10. Vous pouvez très bien ne pas prendre de bataillon. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas de bataillon, vous allez devoir déployer vos unités une à une et vous pouvez très bien vous retrouver du coup avec 6-7 pauses facilement. Là où le fait de sortir un bataillon peut tout simplement vous diminuer à 2-3 pauses maximum suivant les différentes armées. Donc ça, c'est ma suite logique. Une fois que j'ai lu les datasheets, j'ai regardé un petit peu les bataillons avec les différentes unités qui étaient affectées. Et alors, pourquoi j'ai fait dans ce sens-là? Tout simplement parce que si vous prenez les bataillons et qu'on vous parle d'unités genre Hardboy et que vous ne savez pas ce que c'est les Hardboy, ça sert pas à grand chose de comprendre si le bonus est intéressant ou pas. Donc de nouveau c'est un petit peu une suite logique. Et alors, une fois que vous avez terminé de faire ça, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement lire les bonus, les traits de commandement et les artefacts qui sont possibles d'être pris dans votre armée. Parce que là, vous allez, comme je l'ai dit, renforcer en fait les choses qui sont intéressantes. Dans mon cas, voilà, pour vous citer un exemple, clairement, l'armée d'Iron Joe, pour pouvoir faire des mouvements supplémentaires, ce genre de choses, pour taper plus vite et tout, ça a demandé des CP pour les aptitudes de commandement. Donc, clairement, j'ai besoin d'avoir des CP. Alors, on pourrait se dire, ok, alors pourquoi tu multiplies pas les bataillons? D'accord, mais multiplier les bataillons, ça veut dire que je veux aussi m'obliger en fait à prendre certaines unités. Il y a peut-être d'autres unités que j'ai envie de prendre, ça coûte des points, donc ça veut dire qu'il y a moins de présence sur table, donc c'est vraiment un choix à faire. Et j'aime vraiment bien ça dans Age of Sigmar, parce qu'il y a vraiment possibilité de personnaliser son armée. Il y a toujours des choses plus optimisées, mais il y a vraiment l'opportunité de pouvoir personnaliser son armée, et je trouve ça très sympa. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai regardé un petit peu les sorts Iron Joe, j'ai regardé les reliques, par exemple dans le cas d'une relique pour le Weirdboy, donc c'est le caster, j'ai l'opportunité de prendre la vive verte vision qui permet de jeter un dé à la face de héros et sur un 4+, d'avoir un CP supplémentaire.
Donc à chaque tour sur un 4+, j'ai un CP supplémentaire que je vais pouvoir utiliser pour faire avancer mes autres unités. Donc là, de nouveau, bah, c'est hyper intéressant. Clairement, ben, dans ma logique où je sais que je vais avoir besoin d'utiliser beaucoup d'aptitudes de commandement pour pouvoir amener mes missiles, comme je le disais, dans le camp adverse, ben, j'ai tout intérêt à prendre ce système-là pour être sûr de me garantir en fait des CP. Voilà, il y a d'autres possibilités, mais voilà, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas une review du Battle Tome. Donc une fois que vous avez vraiment pris tout ça, vous avez pris le temps de décanter tout ça, ben, en fait vous allez pouvoir commencer à créer votre liste et ça on en parlera dans la vidéo suivante puisque je pense que je vais sortir 2 vidéos avant le mois de mai tellement je suis hypé par tout ce que j'apprends sur Age of Sigmar. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous sera utile si vous êtes débutant ou voilà, qu'elle vous aura appris des choses. J'espère que j'aurai pas dit trop de bêtises parce que je sais que je suis énormément soutenu par la communauté belge Age of Sigmar et ça c'est vraiment cool parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Autant YouTube et Age of Sigmar. Donc vraiment un grand merci à toute la communauté, à tous les retours positifs que j'ai. C'est vraiment un gros kiff et vous me poussez à m'améliorer, tout simplement. Allez, je vous dis à tous à ciao et on se retrouve pour la 3e vidéo qui parlera de ma liste. Voilà, je vous parlerai de ma liste, de comment je vois la liste, la première liste que je vais jouer pour ma partie d'initiation à 2000 points. Parce que oui, je ferai une partie à 2000 points d'initiation. J'ai pas envie de faire 1000 points. J'ai vraiment envie de sortir une vraie armée à 2000 points et directement rentrer dans le vif du sujet. C'est peut-être pas le meilleur choix en tant que joueur débutant, mais ça, je vous ferai un feedback après la partie d'initiation. Allez, à la prochaine et abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, lâchez-vous, faites-vous plaisir. On est entre fans, entre passionnés du hobby et c'est un kiff de pouvoir partager ces vidéos avec vous, tout simplement. Allez, ciao ciao!